Bien, Monsieur le Président de la République, les Chaumontais sont extrêmement fiers de vous accueillir aujourd'hui. Les Hauts-Marnais très honorés pour votre nouvelle visite en Haute-Marne. Je crois que le département de la Haute-Marne doit être le département de France, de province, que vous aurez sans doute le plus visité pendant votre mandat. Nous savons que vous avez les yeux de Chimène pour ce département. Vous y venez régulièrement. Nous vous recommandons d'ailleurs quel succès! Nous vous recommandons d'ailleurs son climat, Monsieur le Président de la République, est un climat très agréable pour les jeunes enfants, hein, peut-être plus agréable que la chaleur du Cap-Nègre. Donc vous pourrez prendre tous les renseignements nécessaires auprès de l'Office de tourisme de Chaumont pour revenir passer de longs moments en famille en Haute-Marne. Monsieur le Président, vous avez choisi pour cette visite ici la culture et son accès dans sa diversité. La ville de Chaumont est très fière d'accueillir pendant 3 mois le Centre Pompidou Mobile, qui s'inscrit d'ailleurs dans la volonté politique, qui est celle de mon équipe municipale, de favoriser l'accès à la culture à travers le graphisme. La ville va porter un projet de centre international, à travers le cinéma, mon cher Frédéric, puisque nous ouvrirons pendant l'hiver un multiplex de cinéma, et puis un partenariat avec toutes les associations culturelles de la ville qui font un travail formidable. Donc nous avons conçu cette table ronde dans cet esprit, l'accès à la culture, la diffusion à travers l'éducation. Monsieur le Président, vous m'avez demandé de favoriser l'accès à la culture à l'école. Nous avons depuis 2007 fait de gros progrès en la matière, et l'objectif c'est de vous présenter ces différentes avancées. Donc je vais céder la parole à notre médiateur, en l'occurrence Vincent Galantier, qui est notre adjoint à la culture pour la ville de Chaumont. Monsieur le Président, nous sommes honorés de votre présence à Chaumont aujourd'hui pour ce moment privilégié d'échange autour donc de l'accès et du partage de la culture. Chaumont est une ville moyenne dans un département rural, mais c'est une ville riche de tous les projets développés par les établissements culturels et surtout du foisonnement de projets des quelques 400 associations qui sont sur la commune. Comme d'autres territoires, Chaumont et son département sont confrontés à un défi démographique et économique avec un enjeu principal à relever qui est celui de l'attractivité pour notre territoire. Le constat relevé par le maire-ministre en 2008 est abrupt. Chaumont, c'est 3 salles de cinéma d'un autre âge. C'est une salle de spectacle qui a 50 ans, et à la différence du bon vin, elle ne se bonifie pas au fil des ans. C'est un musée qui est isolé, avec des difficultés d'accessibilité. Et donc la volonté du maire-ministre, au-delà de toutes les initiatives économiques de formation, a été, avec l'équipe municipale, de développer un nouveau quartier culturel en cœur de ville, qui permettent un véritable partage au niveau des Chaumontais, de l'intercommunalité, des Hauts-Marnais. Avec un cinéma multiplex de 8 salles, qui est susceptible de pouvoir présenter une vingtaine de films différents chaque semaine, avec une labellisation envisagée à Essai et jeune public, avec la confortation de la médiathèque dans le bâtiment emblématique des Silos, qui est un bâtiment connu de tous, avec le théâtre, qui s'appelle le Nouveau Relax, qui est une scène conventionnée, qui accueille environ 11 000 spectateurs par an sur une centaine de représentations, un conservatoire municipal qui doit également être revu pour des problèmes d'accessibilité, une salle multi-activité qui devrait pallier aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui avec cette salle des fêtes d'un autre âge et qui pourrait permettre, dans une envergure à la fois intercommunale et départementale, d'accueillir des manifestations et des événements culturels, sportifs et économiques. Et c'est également la construction, la création d'un projet qui est soutenu par nos partenaires, au premier rang desquels l'État, qui est le Centre international du graphisme. Ce Centre international du graphisme, il est bâti sur une légitimité de la ville de Chaumont qui remonte à un siècle environ, puisqu'en 1905, la ville a eu un legs de 5000 affiches anciennes du 19e et 20e siècle, avec des chefs-d'œuvre de Toulouse-Lautrec, de Jules Chéret. Et à l'occasion de la restauration de ces collections dans les années 80, la municipalité de l'époque a développé
un festival international du graphisme et de l'affiche qui, au fur et à mesure des années, a initié des concours à la fois à destination des graphistes du monde entier et des étudiants. Et donc, en 22 éditions de festival, la ville a réussi à constituer un patrimoine de 40 000 affiches contemporaines, qui est un des fonds les plus conséquents au niveau européen. Au-delà de ces concours, il y a une mission de développement des publics et d'exposition, avec des expositions à la fois rétrospectives et des expositions de création contemporaine, des éléments de formation avec des animations de type workshop. On accueille pendant une semaine 150 étudiants européens qui sont confrontés aux meilleurs graphistes dans leur discipline. Et puis évidemment, c'est un élément de développement de la notoriété de la ville qui a permis également le développement d'une filière scolaire, bac et post-bac, avec de nombreux étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui, avec des formations BTS, de mise à niveau MANA, de licence et récemment de DSA. Donc ce Centre international du graphisme, quand il aura vu le jour à fin 2013, il aura comme mission la conservation et la valorisation des collections, les 5000 affiches anciennes et 40 000 affiches contemporaines, le développement d'expositions avec 3 salles et plus de 2000 m² dédiés aux expositions, le développement d'actions fortes soutenues par le ministère et la DRAC sur la médiation avec les publics. On a des actions importantes avec des écoles, on a un atelier de sérigraphie qui accueille des enfants à partir de la primaire pour qu'ils puissent créer eux-mêmes, en échange avec un graphiste, des œuvres vraiment de leurs mains. Toutes ces dimensions donc, verront le jour à fin 2013, avec, à l'échelle du quartier, un élément important, c'est que ce projet ambitieux de quartier culturel, il permettra dans un rayon d'à peine 200 mètres de pouvoir accéder à des milliers d'images, des milliers d'affiches, de livres, d'œuvres d'art, et véritablement d'avoir un vrai partage de la culture. C'est dans cette même perspective que le maire-ministre a saisi l'opportunité, il y a maintenant quelques mois, pour notre territoire, notre département, d'accueillir la première étape d'une première mondiale, le premier musée nomade, président Sevran, qui est là à travailler, œuvrer avec ses équipes, et il y a vraiment un travail remarquable pour l'accueil du Centre Pompidou Mobile que vous venez de visiter. C'est pour nous une chance unique, avec des chefs-d'œuvre emblématiques, en cœur de territoire, avec, vous l'avez vu, une proximité immédiate avec les œuvres. On est en cœur de secteur de rénovation urbaine, donc ça a aussi du sens pour nous. Et c'est, au-delà d'un musée ouvert 6 jours sur 7, gratuitement, des dispositifs forts de médiation à destination des jeunes publics, à destination du grand public, des personnes frappées de handicap, avec la mobilisation de nombreux comédiens locaux, et dans l'idée qui était bien celle à la fois du centre et du maire-ministre, qu'il ne s'agisse pas d'un coût, mais d'une opération qui permette de structurer l'offre sur le territoire et de développer cette offre, d'où des partenariats avec un grand nombre d'établissements culturels sur la ville, et puis la création également de 12 emplois, ce qui n'est pas négligeable sur un territoire comme le nôtre. Donc ma première question, avant d'entamer les thèmes suivants, c'est comment envisagez-vous de développer de telles initiatives? Ça, c'est la question. Hein? Oui. Bon, d'accord. Parce que moi, j'ai été bercé par votre intervention sur la richesse culturelle de Chaumont, et je me disais, c'est ça la richesse de notre pays. D'abord, cher Luc, je suis heureux d'être avec vous pour cette inauguration du Centre Pompidou Mobile, à laquelle, en tant que chef de l'État, j'attache la plus grande importance. Je vais m'en expliquer en 2 minutes devant vous. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la culture, c'est un supplément d'âme. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la culture serait une couche superficielle de fantaisie que l'on étalerait sur les difficultés de la vie quotidienne. La culture, ce n'est pas superficiel. La culture, ce n'est pas un supplément. La culture, c'est un fondement. Enfin, je voudrais faire partager cela. La culture, ce n'est pas la cerise qu'on met sur le gâteau. La culture est un élément structurant sur lequel il n'y a pas de contenu.
il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de substance. Il n'y a pas d'un côté la vraie vie et de l'autre la vie culturelle. La vie tout court n'a de sens que si la culture en est le fondement. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est un des rares domaines de la vie, la culture, l'art, où la notion de progrès n'existe pas. Quand vous visitez la grotte de Lascaux, 20 000 ans avant Jésus-Christ, vous comprenez que l'art, c'est la seule façon que l'homme a trouvée pour se hisser au-dessus de sa condition de mortel. Et entre les artistes qui ont fait la grotte de Lascaux et ceux qui ont fait la chapelle Sixtine, il y a un continuum. On ne peut pas dire qu'il y a un progrès. C'est-à-dire qu'à Lascaux, comme à la Sixtine, l'homme, à son époque, s'est hissé au-dessus de sa condition. Donc, si vous voulez bien me suivre sur ce chemin, la culture est la réponse à la crise. Alors, je voudrais féliciter la ville de Chaumont pour cette initiative, et Luc Châtel et toute son équipe notamment, parce que le fait qu'un Français sur deux n'aille jamais au musée est un grave problème. C'est une véritable fracture. Je suis certain que quand vous faites cette initiative, il doit se trouver 2 ou 3 personnes, pas parmi les plus visionnaires, qui en contestent le coût. Je répète, pas parmi les plus visionnaires. Je voudrais dire à ces personnes et à d'autres que ça coûte beaucoup plus cher un pays où une personne sur 2 ne va pas au musée que de rassembler des initiatives de musées nomades. Et Alain Seban, encore une fois, fait preuve d'initiative, c'est un homme remarquable, j'y associe bien sûr mon ami Frédéric Mitterrand, parce que le véritable coût, le véritable désastre, c'est qu'un certain nombre de familles de France n'ont pas accès naturellement à la culture. Et 14 chefs-d'œuvre, comme je viens de les voir, ici et en Haute-Marne, à Chaumont, j'ai toujours pensé qu'il était plus normal que les chefs-d'œuvre se déplacent pour aller à la rencontre de nouveaux publics, plutôt que d'avoir cette prétention et cette arrogance d'une certaine forme d'élite qui considère que c'est les gens qui doivent se déplacer. La culture, merci pour cet accompagnement musical. J'y avais pas pensé, mais je m'en resservirai à l'occasion. Ça souligne comme ça, là, vraiment. Décidément, à Chaumont, c'est que des surprises. Alors oui, on viendra, naturellement, mais... Vous vous rendez compte, comme Luc Châtel est remarquable, il a même prévu l'accompagnement musical de ce que j'allais dire. Deuxième remarque. Vous savez qu'on traverse une crise, que le monde traverse une crise sans précédent. Et j'ai regardé ce qui a été fait dans d'autres pays. Partout, on a coupé les budgets de la culture. Partout. Je n'ai pas voulu qu'on touche à 1 centime du budget du ministre de la Culture. Parce que justement, la culture, c'est la réponse à la crise. Parce que comme il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand il y a des drames, pouvoir aller au concert, pouvoir aller au musée, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller au spectacle vivant et au théâtre, c'est la réponse. Priver en plus les gens de cela, c'est la rétractation d'un pays. Alors face à la crise, le pays doit au contraire s'ouvrir. J'ajoute, et j'y tiens beaucoup, que la culture, c'est un peu comme le bonheur. Ça se partage. Le bonheur est fait pour être partagé. Le bonheur n'est pas fait pour être vécu seul, égoïstement. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est partagé qu'il devient le bonheur. La culture, c'est pareil. On aime aller au musée avec beaucoup de gens, même s'il faut faire la queue. Le home cinéma n'a pas détruit les salles de cinéma, parce que le partage de l'émotion collective est structurante dans la compréhension des phénomènes culturels. Et qu'un musée comme le Centre Pompidou vienne à Chaumont, et puis après il y a toute une tournée, c'est fantastique. Alors je vais même vous dire une chose,
Je rêve que le musée d'Orsay réfléchisse à une implantation en Normandie. Hein? Les impressionnistes, la Normandie, il y a certainement quelque chose à faire. De la même façon qu'avec Frédéric, je suis enthousiaste du Louvre qu'on va inaugurer bientôt à Lens. Lens, qui a tellement souffert. Ce Nord-Pas-de-Calais, qui a eu tellement de changements, de révolutions industrielles, qui ont fait souffrir. Beaubourg à Metz, que j'ai inauguré il y a 18 mois. En 18 mois, il y a 1 million de visiteurs à Beaubourg-Metz. 1 million. Est-ce que ça a retiré un visiteur de Beaubourg-Paris? Aucun. Beaubourg-Paris n'a jamais eu autant de succès. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Beaubourg-Paris n'a jamais eu autant de succès. On a créé Beaubourg à Metz, avec une partie des collections qui étaient dans les réserves, donc que personne ne voyait. 1 million de visiteurs en 18 mois. Je rêve que le musée d'Orsay fasse cela en Normandie. Je voudrais terminer en vous disant, Bilbao était une des villes espagnoles les plus frappées par la crise, mais véritablement sinistrées par la crise. Ils ont fait quoi comme Paris? Ils ont fait le pari de la culture et le pari de l'architecture. Bilbao est aujourd'hui une ville qui renaît parce que non seulement la culture, c'est essentiel au bonheur, à l'épanouissement, au lien social, mais ça crée des retombées pour l'économie colossales. Parce que les gens viennent, parce que l'image de la ville est transformée, parce que le dynamisme est redoublé. Donc il n'y a même pas d'opposition entre la culture et l'économie. C'est par le patrimoine, par la culture qu'on va développer la France. 80 millions de touristes chaque année. Donc vraiment, si j'étais à Chaumont, je soutiendrais Luc Châtel. Et vous, monsieur Galantier, vraiment, je vous le dis. Et je ne peux pas comprendre qu'on ait le viseur si petit face à des initiatives si grandes. Comprenez-moi, le Beaubourg mobile, c'est ni de gauche ni de droite. C'est simplement un projet formidable pour toute la population de Chaumont, du département et même de la région. C'est tellement évident. J'ajoute un dernier mot. J'ai toujours dit à Frédéric Mitterrand, la question n'est pas celle de l'argent et des moyens, la question c'est celle des projets. Apporte-nous des projets. Et s'ils sont fédérateurs, s'ils sont porteurs, s'ils sont de qualité, on les fera. J'ai vu là qu'on disait qu'il fallait augmenter de 50% le budget du ministère de la Culture. Mais pourquoi pas 100? Pourquoi pas 150% d'ailleurs, pendant qu'on y est? Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est les projets. C'est les initiatives comme celle-ci. Et je voudrais remercier Alain Seban, puis toutes les équipes, les partenaires, qui ont fait un travail formidable, les collectivités territoriales, c'est un bon investissement. Voilà, je m'arrête là parce que j'espère que vous avez compris que je soutiens cette initiative, Alain Seban. Et nous allons la développer. J'ai parlé d'Orsay, il y a le musée de la Méditerranée, le MUSEM à Marseille. Il y a donc le Louvre à Lens. On va développer des initiatives de ce type. Je souhaite que les chefs-d'œuvre que nous avons puissent aller au contact de la population. Mon rêve, c'est que absolument tous les Français se disent les chefs-d'œuvre sont Picasso, Matisse, Klein, Niki de Saint-Phal, Ferdinand Léger sont venus ici à la rencontre des gens. C'est ça la démarche. Elle est là. C'est eux qui vont à la rencontre du public. Et ça aura des conséquences extraordinaires sur le reste. Parce que ça va vous donner envie d'aller voir le musée Beaubourg, et d'aller voir d'autres musées, et d'aller voir d'autres expositions. Au fond, c'est toujours la même chose, donner envie. C'est la clé de tout. Parce que parfois les gens disent « j'aime pas, ça m'intéresse pas », parce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de « j'aime pas », il n'y a pas « ça m'intéresse pas », il y a « je connais pas ». Tout est un problème de méconnaissance. La clé, elle est là, par la transmission de la connaissance. Vous donnez envie.
Allez, passer à l'autre chose, parce que sinon, on ne va pas en terminer. Hein. La meilleure réponse, Monsieur le Président, comme vous l'avez évoqué, pour conforter cette volonté du Centre Pompidou, c'est aussi pour nous le fait qu'on a déjà à ce jour 9000 scolaires inscrits jusqu'en janvier prochain, donc déjà inscrits pour aller visiter, pour aller au contact de ces œuvres avec tous les dispositifs de médiation. Et pour compléter cette expérience du Centre Pompidou mobile, avec les mêmes initiales, je vais passer la parole à M. Jean-Luc Boll, qui est président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, qui a suivi toute la genèse et qui va nous faire part de l'expérience du Centre Pompidou Metz. Voilà, merci Monsieur le Président. Je suis très heureux pour ma part et Messieurs les ministres d'apporter en présence d'Alain Sevant finalement le témoignage des élus de terrain que nous sommes, Metz Métropole, une communauté d'agglomération de 230 000 habitants, 40 communes. Et donc voici quelques années, en 2003, nous avons répondu à un appel, celui de Jean-Jacques Ayagon, qui était votre prédécesseur, votre prédécesseur également, et qui nous a sollicité pour donc une première décentralisation d'une grande maison d'art, le Centre Pompidou, et donc bien, nous avons répondu présent. Nous avons fait un pari qui était un pari évidemment financier, 70 millions d'euros, un pari aussi culturel, et je pense souvent à cette phrase de Jean Cocteau, et c'est ce qui doit nous animer tous, la beauté peut atteindre même ceux qui ne s'en rendent pas compte. Et puis aussi, évidemment, un pari qui est celui de l'attractivité et de l'économie d'un territoire, puisque nous sommes à Metz, au cœur de l'Europe, avec des voies de circulation, à proximité d'autoroutes, à proximité d'un TGV qui nous met à 82 minutes de Paris, mais aussi dans une région qui a été fortement touchée aussi par des restructurations, les restructurations militaires récentes, mais aussi par des restructurations industrielles. Et donc, nous avons fait le pari formidable du Centre Pompidou-Metz. Et donc nous avons nous aussi, Monsieur le Ministre, accueilli des chefs-d'œuvre dans notre ville. Et pour la première fois, nous avions 800 chefs-d'œuvre pour cette exposition inaugurale. Et pour la première fois, certaines personnes m'ont dit, mais c'est la première fois que je vois un Picasso à Metz. Donc c'était touchant. Nous avons accueilli à ce jour, hier, nous avions 1 044 000 visiteurs. Donc depuis le jour où le président de la République est venu inaugurer le Centre Pompidou le 12 mai 2010. Et nous avions en une année atteint les 800 000 visiteurs, ce qui témoigne de ce succès. Un chiffre également, je suis désolé de sortir des chiffres, mais c'est important. On a parlé des scolaires, 50 000 scolaires ont d'ores et déjà été accueillis. Et donc avec aussi la volonté pour nous d'avoir des tarifs attractifs pour permettre l'accès à la culture du plus grand nombre. Donc je crois que nous avons vraiment là aujourd'hui remporté un grand succès, mais il s'agit aussi pour nous maintenant d'accompagner tout cela avec le service après-vente, avec un quartier nouveau qui se crée à l'arrière de la gare autour du Centre Pompidou-Metz sur 38 hectares avec des grandes signatures architecturales, et aussi avec la volonté de faire connaître encore plus au-delà de nos frontières cette magnifique architecture de Shigeru Ban et Jean de Gatine qui, donc en miroir avec le Centre Pompidou Paris, et maintenant notre petit frère qui va se promener sur les routes de France, bien, nous sommes heureux de partager véritablement sur un territoire qui a souffert, qui a beaucoup été malmené entre les périodes d'annexion en particulier. Et bien, nous sommes heureux de pouvoir redonner sa fierté aux habitants, leur fierté aux habitants de notre territoire. Et c'est vraiment aujourd'hui pour nous riche de promesses. Et je crois que la culture, Monsieur le Président, c'est quelque chose d'irremplaçable, et je suis très heureux de ce que nous venons d'entendre. Pour terminer, je me permets de vous poser une question. Comment l'État compte-t-il continuer à soutenir et à stimuler les collectivités territoriales et nos territoires dans leurs initiatives, précisément pour tirer parti des atouts patrimoniaux considérables? On vient d'entendre parler des affiches, mais la France est un pays magnifique. Je ne connaissais pas, Monsieur le maire, Chaumont, j'ai découvert tout à l'heure. Vous avez un patrimoine extraordinaire et une région magnifique. Et donc, comment comptez-vous nous aider à continuer à travailler pour développer notre attractivité? Merci, Monsieur le Président. Metz, la Lorraine, c'était un bon exemple de la problématique à laquelle nous avons été confrontés en 2007.
Je m'explique. Pour Metz et son département, si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger, le tiers des emplois, le tiers, c'était des emplois militaires. Le tiers. Or, quand je suis devenu président de la République, je me suis trouvé avec sur les bras, entre autres problèmes, la question de la carte militaire. Je m'en explique devant vous, et vous connaissez bien ici la réalité. Les parlementaires le savent. Le service militaire a été supprimé en 1996, si mon souvenir est exact, et les bases militaires étaient restées quasiment les mêmes. Vous imaginez, avec 300 000 jeunes faisant leur service militaire, qui disparaissent, est-ce que je pouvais me permettre de garder la même carte militaire? On traverse la France en 20 minutes avec les Rafales ou les Mirage 2000-5. Il y avait 58 bases aériennes, dont 18 n'avaient plus aucun avion, ce qui est ennuyeux pour une base aérienne. Il a donc fallu, Monsieur le Président, prendre des décisions difficiles et douloureuses, que je comprends parfaitement. On a gardé certaines bases, mon cher Luc, et puis on en a fermé d'autres. Et je veux là aussi m'expliquer, parce que c'est un lien avec tout ce qu'on fait. Pour moi, l'armée française n'a pas comme responsabilité de faire de l'aménagement du territoire ou de faire vivre le commerce local. L'armée française a comme responsabilité d'assurer la sécurité de la France et d'effectuer les missions que la France lui confie. Et ce que l'armée d'ailleurs fait remarquablement bien, il n'est que de voir, rien que cette année, le comportement admirable de nos militaires en Côte d'Ivoire, au service de la démocratie, et en Libye, au service de la démocratie, sans compter tous les autres théâtres d'opération. Donc, nous avons supprimé, et j'en porte la responsabilité, je l'assume, Monsieur le Président, un tiers des emplois militaires du département et de Metz, un tiers, alors que ça représentait la moitié, 30% des emplois généraux. Et j'ai dit aux maires de Metz, comme aux élus, de la majorité comme de l'opposition, que l'avenir des jeunes n'était pas dans des faux emplois de base militaire qu'on gardait contre toute logique, mais dans de nouvelles activités. Et au même moment où nous fermions des bases dans votre département, nous confirmions l'engagement financier immense de l'État au service du musée Pompidou-Metz. Il y a un lien, Monsieur le Président. Il y a un lien. C'était une promesse que j'avais faite et qu'il me fallait honorer pour Metz. Parce que, de même qu'un institut de statistique, mais peu importe, je voudrais dire dans une région comme la vôtre et dans une ville comme la vôtre, que le drame n'est pas de perdre son emploi, le drame c'est de ne pas en trouver un autre. Qu'on ne peut pas vous garder dans un monde qui bouge, la même organisation et les mêmes services que ceux dans le monde d'avant. Mais peu importe si en lieu et place on crée des activités qui apporteront plus d'épanouissement. L'immobilisme nous tue. L'immobilisme, c'est la mort de la France. L'immobilisme, c'est le conservatisme. Le monde bouge à une vitesse stupéfiante, mes chers compatriotes. On peut bouder, on peut se mettre dans son coin, on peut rester assis sur la partie censée être la plus confortable de son anatomie en disant « je refuse le monde », comme on disait « cacher ce sein que je ne saurais voir », mais le monde y continue. Un peu comme si vous, à Chaumont et nous, on boude, on n'aime pas ce monde-là, on va rester couché plus longtemps, on va demander à nos enfants de moins travailler. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Pour s'inscrire, pour faire bouger le monde, pour peser dans le monde, il faut s'inscrire dans le monde. Bien, l'avenir, c'était des emplois dans la culture plutôt que des emplois militaires qui n'avaient plus lieu d'être. C'est ça la base. Alors, je voudrais... Alors, vous me disiez, qu'est-ce qu'on va faire pour développer?
je voudrais vous rappeler 2-3 décisions que nous avons prises, parfois avec Frédéric dans la polémique. De toute manière, en France, quand vous prenez une décision, il y a une polémique, quand il n'y en a qu'une seule, vous dites « Oh, là, ça se passe bien, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont de bonne humeur, il y a une absence. » Parce que la règle, c'est plusieurs. Quand nous avons décidé, et je l'assume là encore, la gratuité des musées pour les 18-25 ans et pour les enseignants, ça a été une polémique que vous n'imaginez pas. Eh bien, depuis que nous avons décidé la gratuité pour les enseignants et pour les 18-25 ans, c'est 2 700 000 visiteurs entre 18 et 25 ans que nous avons eus. Et quand on les interroge, 70% d'entre eux disent « on est venu parce que c'était gratuit ». Je sais bien que la culture a un coût. Je veux dire, je m'en expliquerai que je n'aime pas la gratuité pour la gratuité, mais pour que les jeunes puissent venir. Vous vous rendez compte ce que c'est que près de 3 millions de jeunes qui sont venus grâce à cette démarche. Et près d'1 demi-million d'enseignants. Je veux d'ailleurs remercier les enseignants, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de leur implication. À chaque fois qu'on leur demande d'amener leurs élèves dans une démarche d'intégration culturelle, ils répondent toujours présents. Je parlais tout à l'heure de Bilbao, mais j'aurais pu parler de Liverpool, j'aurais pu parler de Berlin. Quand vous visitez Berlin, 13% du PIB de Berlin, de la richesse nationale créée par Berlin, c'est de l'activité culturelle. Quel serait Bilbao sans le Guggenheim de Frank Gehry? Tenez-vous bien, c'est 30 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour une ville qui était absolument sinistrée. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Je ne veux pas que les artistes m'en veuillent. Je dis que dans la démarche artistique, il y a des retombées économiques qui font que la culture est indispensable de l'activité économique au XXIe siècle d'un pays comme la France. Et c'est ce qui nous a conduit avec Frédéric à engager une action de rénovation de notre patrimoine, mais jamais engagée avec une telle force, puisque depuis que la crise a commencé, Monsieur le Président, nous avons mis 400 millions d'euros par an pour la rénovation de notre patrimoine. C'est très exactement 100 millions d'euros de plus, et nous avons sanctuarisé ces crédits. Pourquoi? Parce que moi j'estime qu'on ne peut pas être à la hauteur de la chance que représente pour nous le patrimoine français si on ne l'entretient pas. Je voudrais faire de peine à aucun pays, mais parfois quand on se déplace, on est un peu étonné de l'état dans lequel on voit le patrimoine. Eh bien écoutez, depuis le début de la crise, je prends juste un exemple, il y a 86 cathédrales en France, on en a rénové 47. Alors je crois à la laïcité, mais quand on voit le long manteau de cathédrales et d'églises sur l'ensemble de la France, on voit bien que les mots racines chrétiennes, ça signifie quelque chose dans un pays comme le nôtre. Eh bien, à quoi sert-il d'avoir des racines comme les nôtres, d'avoir ces cathédrales extraordinaires si on ne les rénove pas? D'abord, ça a donné du travail aux entreprises, ça permet aux touristes nationaux et internationaux de venir, et ça réconcilie la culture et l'économie. Enfin, nous consacrons près de 800 millions d'euros chaque année au spectacle vivant. Vous savez, là aussi, je suis toujours étonné du sectarisme spontané entre ceux qui sont pour le patrimoine, ceux qui sont pour la création, ceux qui sont pour la musique ou ceux qui sont pour la danse, les passionnés d'opéra et puis les passionnés de cinéma. Mais non, c'est un ensemble. La culture ne peut avancer qu'à vision large. Et surtout, l'État ne doit pas choisir entre les différents membres de cette famille culturelle, celle qu'elle devrait privilégier et celle qu'elle devrait abandonner. C'est le public qui le choisit. Nous devons pousser tout le monde. Et nous avons voulu maintenir, on a mis plus de crédits sur le patrimoine, mais en même temps, dans cette période de crise, on a sauvé les crédits du spectacle vivant, parce que le spectacle vivant d'aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est le patrimoine de demain. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Que les artistes contemporains d'aujourd'hui, c'est les chefs-d'œuvre de demain.
Enfin, c'est une idée à laquelle je crois beaucoup. Opposer spectacle vivant et patrimoine n'a proprement pas de sens. Car si vous n'avez plus de spectacle vivant, si vous n'avez plus de création contemporaine, demain, vous n'aurez pas de patrimoine. Que Klein, avant d'être cet artiste vénéré dans le monde entier, était un objet de scandale, de polémique, de manifestation, et lui-même n'imaginait sans doute pas qu'il serait une icône et qu'il serait aujourd'hui un classique. Enfin, en tout cas, aux yeux de ceux qu'il aime et qui sont très nombreux dans le monde. Donc nous avons, mes chers compatriotes, reçu un héritage. La France n'est pas une page blanche. Nous venons de quelque part. La question n'est pas de refaire les cathédrales ou de refaire les chefs-d'œuvre. La question, c'est de laisser la génération des artistes d'aujourd'hui produire ce qui seront ou ce qui sera les chefs-d'œuvre de demain. C'est ça la question. Elle est essentielle. Donc il nous faut à la fois entretenir notre patrimoine et en même temps enrichir ce patrimoine en laissant la création contemporaine vivre avec les moyens nécessaires. C'est la mission de la France. C'est aussi important que de faire l'avion du futur, la voiture électrique du futur, le train à grande vitesse du futur, ou de permettre à nos agriculteurs de continuer à exporter. C'est un élément essentiel de l'attractivité de la France. On est là au cœur de l'avenir de notre pays. Et la culture est un des éléments. Voilà. Alors je ne postule pas pour la place de Frédéric Mitterrand, qui l'occupe très bien, mais je me dis chaque jour, mon Dieu, quelle chance il a de pouvoir être ministre de la Culture dans un pays comme la France. C'est quand même bonheur. Et d'ailleurs, quand vous voyez les programmes de télévision ou les séries, quelles sont les séries à succès? C'est en général les séries qui ont une dimension historique. Tudor, Rome, Borgia aujourd'hui. Regardez le succès des expositions. Regardez ce que nous avons fait avec Ciné Lycée, où, avec Frédéric, on met à la disposition de tous les lycées de France, grâce à Luc Châtel, les chefs-d'œuvre cinématographiques qu'ils ne voient plus à la télévision ou qu'ils n'iraient pas voir à la cinémathèque. Et nous allons faire pareil pour l'opéra, cher ami Hirsch, pour les expositions, pour le théâtre. Je m'étonne toujours quand il y a une représentation à l'opéra. C'est toujours plein, mais c'est quelques centaines, quelques milliers de spectateurs. Pourquoi ne pas filmer et le mettre à la disposition des quelques 5000 lycées de France? Quand il y a des pièces de théâtre subventionnées, certains ont un grand succès, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un théâtre national ou d'avoir un musée, et donc, en le filmant, on permet à tous les enseignants de l'offrir aux lycéens, à vos enfants. Donc, je crois qu'on doit voir tout ceci dans une dynamique. En tout cas, on a impulsé un mouvement, Monsieur le Président, et qui va bien, je vous remercie parce que ça va bien au-delà de la gauche et de la droite, des élus locaux et des élus nationaux. C'est un mouvement national qui passe par l'identité de la France, par l'amour de la France et par la volonté de partager le patrimoine d'aujourd'hui et ce qui sera le patrimoine de demain entre toutes les générations et entre toutes les opinions. Nous avons bénéficié, Monsieur le Président, de ces actions volontaristes, puisqu'on a également, grâce au plan de relance, pu initier des travaux sur le patrimoine avec la basilique Saint-Jean-Baptiste. Il y a une opération pluriannuelle de restauration d'œuvres d'art, de retables, de tableaux. Et tout ce qui est développement des arts vivants, évidemment, je veux dire, on a des opérations qui vont rayonner sur tout un territoire rural avec des bistrots de pays, avec des résidences d'artistes dans des collèges ruraux. Donc on est vraiment au cœur de ces actions. Je me permettrai juste une petite digression, c'est que sans nous comparer à Bilbao, Berlin ou les autres villes que vous avez citées, nous avons eu la chance, grâce à votre engagement, à celui du maire-ministre et des parlementaires, de conserver notre base militaire, mais j'espère qu'on aura à nouveau le soutien de l'État et de nos autres partenaires sur le projet dont je parlais tout à l'heure de salle multi-activités, qui, comme les autres... Non, mais j'ai compris, hein. J'ai compris. Monsieur Galantier, j'avais compris que dans votre présentation très aimable et très détaillée, il y avait un message subliminal. Hein? Non,
C'était pas simplement pour me prendre par la main et me faire visiter les faubourgs de Chaumont. C'était aussi pour me dire, bah, puisque vous êtes là, à votre bon cœur. Vous savez. Et je le ferai, monsieur Galantier. Qui ne tente rien à rien, monsieur le Président. Mais j'ai tout de suite compris que vous n'hésitiez pas. Et je vous en félicite d'ailleurs. Nous venons de voir, là, avec l'expérience à la fois du Centre Pompidou Mobile et du Centre Pompidou-Metz, ces expériences réussies de rencontres entre des œuvres d'art et un public. Et je veux dire, on le sait tous, artistes, élus, responsables d'établissements culturels, que cette rencontre entre les œuvres et le public, elle se doit d'être la plus précoce possible. Et donc, quel meilleur levier pour donner goût aux œuvres et à la culture que l'éducation. C'est ce que va nous présenter maintenant M. Henri de Rohan-Tchermak, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, en charge en particulier de l'histoire de l'art. Oui, Monsieur le Président, j'en charge un enseignement que vous êtes mieux placé que quiconque pour connaître, puisque c'est vous qui l'avez souhaité, vous qui avez souhaité sa généralisation. C'est l'enseignement de l'histoire des arts qui s'est mis en place depuis 2008 et qui aujourd'hui s'adresse à tous les élèves, depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, sans exception, qui passe par tous les professeurs de toutes les disciplines dans les programmes desquels il est inscrit. Et c'est un enseignement qui est aujourd'hui sanctionné par une épreuve obligatoire avec un coefficient fort, un coefficient 2, au diplôme national du brevet, et qui est en même temps d'ailleurs la première épreuve orale que les élèves ont aujourd'hui à passer. C'est un enseignement qui a une dimension très concrète puisqu'il apprend aux élèves à regarder leur environnement avec un œil nouveau, il éduque leur regard, il les habitue à y voir les traces de l'histoire. Vous parliez du patrimoine, à reconnaître dans ce patrimoine qui les entoure les grands types qu'il a vus à l'école, l'église gothique, vous parliez de la cathédrale, ça peut être aussi le château classique, l'unité d'habitation de Le Corbusier, que sais-je. Et puis, c'est un enseignement qui a une dimension également de grande culture, avec une grande ambition culturelle. C'est un enseignement qui leur donne le vocabulaire, les connaissances, les capacités d'analyse qui les rendent à l'aise avec la culture et qui les font se sentir à l'aise dans un musée, dans un théâtre, à l'opéra, au concert. C'est aussi un enseignement qui vient, comment dire, renforcer et compléter la dimension culturelle déjà présente dans notre système scolaire, la culture historique, la culture littéraire, l'expérience de la pratique artistique qui est donnée dans les enseignements artistiques. Et donc, après les paroles fortes que vous avez eues tout à l'heure sur la culture comme fondement et sur la culture comme réponse à la crise, je souhaitais vous poser la question suivante. Aujourd'hui, où dans beaucoup de pays, les systèmes scolaires ont tendance à faire l'économie des enseignements de connaissances pour s'adresser directement, comme par raccourci, à des compétences pratiques. Le système scolaire français, lui, fait le choix, et en particulier par l'enseignement d'histoire des arts, de ne pas considérer la culture humaniste comme un luxe inutile, mais au contraire de renforcer cette dimension culturelle. Et donc ma question, c'est pourquoi pensez-vous et comment pensez-vous que cette culture artistique, que ces enseignements artistiques font partie intégrante, sont au fondement de l'éducation du citoyen, et quelle valeur ajoutée, quelle chance est-ce que ces enseignements donnent à nos élèves aujourd'hui? Monsieur l'inspecteur général, vous qui êtes un musicologue professionnel, qu'il me soit permis de vous dire une chose que je pense, et j'espère faire écho à chacun d'entre vous. C'est ce que l'on découvre enfant, adolescent, on en profite toute sa vie. Regardez avec les goûts musicaux. Ce qu'on a aimé comme musique, entre 14 et 22 ans, on l'aimera toute sa vie. En France, on dénonce toutes les inégalités, à juste titre. Parfois, il y a des inégalités qu'on dénonce qui n'en sont pas, parce qu'on confond égalité et égalitarisme. Mais il y a une inégalité que l'on ne dénonce pas, assez à mes yeux. C'est l'inégalité du rapport à la culture et à l'art en fonction de la famille dans laquelle on est. Quand on est dans une famille où les parents lisent, les enfants lisent.
Quand on est dans une famille, on écoute de la musique, les enfants aiment la musique. Quand on est dans une famille, on va au cinéma, on va au théâtre, on va à l'opéra, on décline ce schéma toute sa vie. Alors je ne dis pas que quand on n'a pas ça, on ne le découvre pas par soi-même plus tard, bien sûr, heureusement. Et parfois, ce que l'on appelle les autodidactes, avec un peu de mépris d'ailleurs, se lancent avec davantage de passion compte tenu du retard qu'ils ont accompli. Mais quelle injustice! Le petit garçon ou la petite fille qui n'a pas eu cette chance de naître dans une famille où naturellement le livre, la musique, le film, le théâtre est là, pourquoi? Eh bien c'est l'école qui doit l'ouvrir à cela. Et de toutes les réformes, j'ai demandé à Xavier Darcos d'abord, puis à Luc Châtel, l'une de celles à laquelle j'attache le plus grand prix, c'est le fait que tous les enfants de collège ont maintenant des heures d'enseignement sur l'histoire de l'art. Ça veut dire quoi? Mais tout le monde connaît Louis XIV. Mais dans le règne de Louis XIV, l'étude de Lully, est-ce que ce n'est pas important pour comprendre? Il n'y a pas que les batailles, il n'y a pas que les décisions politiques, il y a aussi l'univers artistique de tous ces souverains, alors même qu'entre les souverains et l'Église, on avait les mécènes d'aujourd'hui, enfin, ils étaient les mécènes de la culture. Il n'est que de voir ce qui s'est passé avec Mozart ou d'aller au Vatican pour comprendre le rôle de l'Église dans la création culturelle pendant des siècles. Comment comprendre l'histoire de notre pays sans apprendre les rudiments de l'histoire de l'art en même temps? Et quelle porte ouverte pour les jeunes? Alors, c'est vrai qu'on a voulu, je m'en excuse, mais moi j'y crois, que ça soit obligatoire au brevet, monsieur l'inspecteur. Parce que je n'avais pas envie qu'on fasse avec l'histoire de l'art ce qu'on a eu très tendance à faire avec l'éducation physique. Hein? C'est si simple dans notre pays. D'un côté, je fais le paquet des choses sérieuses, et de l'autre, je fais le paquet de tout ce qui est anecdotique. Et dedans, on avait l'habitude de mettre le sport et la culture. Et si le sport et la culture, c'était encore plus sérieux que le reste? Et qu'il me soit permis de dire, moi qui étais si peu doué pour les maths, mais dans ma vie d'aujourd'hui, ce que j'ai pris comme habitude sportive, ou ce que j'ai acquis comme patrimoine culturel, croyez-moi, ça compte autant que ce que mes professeurs de mathématiques ont eu tant de mal à m'enseigner. Je veux dire, si vous réfléchissez, chacun d'entre vous, dans cette salle, dans un parcours scolaire, j'imagine pour tous, absolument brillant et fulgurant, hein? Ceux que vous avez peiné parfois pour comprendre et que vous avez absolument abandonné à la minute où vous êtes rentré dans votre vie professionnelle. Mais ce qu'on vous a donné comme culture, ce qu'on vous a donné comme habitude d'hygiène physique, vous ne l'avez jamais abandonné. C'est extrêmement important. Ce sont des matières structurantes dans la vie d'un homme. Alors pourquoi, en considération, quand un enfant ramène une bonne note aux maths, alors il est loué, et quand il y a une bonne note en éducation physique ou en histoire de l'art, on dira oh, c'est accessoire. Je mets les deux d'ailleurs sur le même plan parce que pour moi, c'est essentiel. Quelle erreur par rapport à la vie d'adulte. Et c'est pour ça que nous avons voulu changer cet enseignement. Avec l'histoire de l'art, vos enfants, toute leur vie, se souviendront des émotions qu'on leur a permis de ressentir toute leur vie. Et moi, je sais que la vie est difficile, qu'il y a beaucoup de souffrances et que tout le monde n'a pas le temps d'emmener ses enfants au musée, au cinéma, au théâtre. Mais moi, je veux que le lycée et le collège soient un lieu où vos enfants soient baignés dans une atmosphère culturelle qu'il n'y a pas forcément dans vos familles, parce qu'il y a beaucoup de séparation, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a le manque d'argent, parce qu'il y a les difficultés. Franchement, c'est ça qu'on attend de l'école. Hein? Qu'ils arrivent sans rien connaître de la musique, du cinéma, du théâtre, de la lecture, et qu'ils ressortent avec un appétit. Voilà pourquoi nous avons voulu que ces épreuves soient obligatoires et soient donc valorisées. Parce que ce qui est facultatif
n'est pas considéré, monsieur l'inspecteur. Ce qui est obligatoire devient considéré. Eh bien, la culture, c'est tellement important que ça doit être respecté. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. Vous venez de nous faire part, Monsieur le Président, de l'importance donc de la culture dans l'enseignement. Moi, je souhaite revenir à un niveau très concret, très proche, et c'est l'objet de l'intervention de Pascal V, qui est professeur au lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, professeur de lettres, mais qui est par ailleurs référent de l'opération Ciné-Lycée, et qui va pouvoir nous expliquer aussi tout ce qui est entrepris dans son établissement et dans les autres en termes de création de médiation. Merci. Monsieur le Président, j'ai la chance d'enseigner dans un établissement où la culture fait partie de la vie quotidienne des élèves. Lorsque j'ai été désigné référent culturel de l'établissement, je me suis dit que la tâche allait être immense, mais qu'elle allait être facilitée parce que dans la culture de l'établissement et dans le projet d'établissement, ces choses-là sont déjà en place. Après analyse, on s'aperçoit que l'établissement dans lequel j'exerce, qui est le lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne, nous avons la chance d'être jumelés avec une scène nationale, qui est la Comète de Châlons, qui est une scène nationale pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui présente la totalité des disciplines du spectacle vivant, mais aussi qui dispose d'une salle de cinéma art et essai. Ce qui fait que ce jumelage, qui date de plusieurs années maintenant, et qui continue de se développer grâce d'ailleurs à un partenariat avec la DRAC et le rectorat de Reims, permet de conduire des centaines d'élèves, je dis bien des centaines d'élèves tous les ans, au spectacle et au cinéma. Ça permet donc de faire en sorte que ces élèves soient au contact direct d'artistes vivants, de les rencontrer. Que certains de ces artistes sont même en résidence parfois dans l'établissement. Nous avons eu en résidence, par exemple, Paul-Alexandre Dubois, qui est un chanteur important et qui est un très grand spécialiste de John Cage. Donc on ne peut pas dire que ce soit une culture qui soit immédiatement accessible et qu'il a su rendre accessible à tout le monde, y compris d'ailleurs au personnel de l'établissement, ce qui est très important à mon sens. La culture s'adresse aux élèves, mais elle s'adresse aussi à tous les membres de cette communauté. Par ailleurs, nous accueillons tous les ans, dans le cadre des activités culturelles de l'établissement, d'autres artistes, et en particulier des élèves du CNAC, du Centre national des arts du cirque, qui est à Châlons, et nous avons des échanges avec eux très fructueux, nous assistons aux répétitions de certains spectacles, etc. Et puis, bien entendu, il y avait la question du cinéma. Alors, le cinéma que nous avons à côté du lycée, ou pas très loin, nous offre une programmation de films actuels. Mais nous avions un problème. Et un problème insoluble, jusqu'à l'année dernière, c'est que nous ne pouvions pas donner accès, pour des raisons de droit, nous ne pouvions donc pas donner accès aux élèves au patrimoine cinématographique, puisque nous n'avions pas la possibilité de projeter aux élèves dans des conditions de souplesse pédagogique, et pour des raisons de droit tout à fait légitimes par ailleurs, évidemment, ces œuvres. Donc, lorsque Ciné-Lycée est arrivé, j'ai eu l'impression, et cette impression, elle se vérifie sur le terrain, que par-delà d'ailleurs les considérations techniques, qui sont toujours un peu longues à mettre en place, on a pu mesurer très vite que c'était le maillon qui allait permettre aux élèves de mettre en perspective l'histoire des arts, y compris dans le domaine du cinéma. Il est inconcevable aujourd'hui d'emmener voir un film, je ne sais pas, le dernier Coppola par exemple, sans qu'on puisse montrer aux élèves en même temps ce que Coppola faisait avant. Et malheureusement, on ne pouvait pas le faire avant, sauf à être limite dans le contexte légal. La programmation de Ciné-Lycée permet de régler cette question. Et elle permet de la régler au sein de la classe, mais elle permet de la régler à l'échelle de l'établissement tout entier, puisque les séances s'adressent autant au professeur dans son parcours pédagogique, à l'intérieur de sa classe, dans sa progression pédagogique propre, mais aussi aux élèves volontaires. Ce qui fait que, bien entendu, les activités de la classe permettent de donner de l'appétit pour cette culture cinématographique que les élèves, a priori, considèrent parfois comme un peu poussiéreuse et un peu dépassée, et qui d'un seul coup reprend vie, parce qu'elle est accessible. D'ailleurs, les nouvelles technologies leur donnent l'impression que c'est quelque chose de particulièrement important pour eux. Alors,
même si nous développons très fortement dans la Marne des résidences d'artistes, je vous parlais des artistes de cirque, Montmirail par exemple, qui est une petite commune rurale en direction de Paris, mais toujours dans la Marne, va accueillir cette année 6 semaines un artiste de cirque avec un chapiteau prêté par le CNAC. Et pendant 6 semaines, les élèves de Montmirail, qui sont très isolés géographiquement, vont pouvoir vivre avec un artiste de cirque, et un artiste de cirque éminent. Et à partir de là, on fait ce travail de médiation qui me semble essentiel et qui me semble faire partie intégrante de notre mission. Alors, il manquait Ciné-Lycée. Ciné-Lycée vient boucher en quelque sorte ce trou qui faisait qu'il nous manquait un outil. Donc je vous suis reconnaissant d'avoir mis en place cet outil. J'ai commencé à regarder les nouvelles propositions qui viennent d'apparaître sur le site en termes de spectacles vivants, justement prêts à la diffusion, en termes de danse en particulier, le Lac des Cygnes par exemple, ou des choses comme ça. Je suis donc moi très heureux de voir que Ciné-Lycée se développe. On essaye d'en faire un outil de vie, de tous les jours dans l'établissement. Ça permet aux élèves de se réunir et de débattre. Avant pour choisir le film, et ça ne va pas tout seul, et après, parce que là, il y a un instrument de culture. Et je terminerai là-dessus en disant que, bien entendu, certes, c'est ma mission, c'est la mission des référents culturels d'animer ces soirées, mais très vite, les élèves se chargent eux-mêmes de cette animation. Eux-mêmes, ils ont à cœur de travailler pour s'emparer de cette culture et faire en sorte que la culture de l'école soit la leur. C'est ça qui nous importe. Alors j'aimerais, Monsieur le Président, vous poser la question suivante. En quoi, à votre sens, le développement de la culture numérique va permettre à cette démocratisation culturelle de se poursuivre et de se développer? Bon, d'abord, je voudrais rassurer tous les exploitants de cinéma en ayant l'idée avec Luc Châtel et Frédéric Mitterrand de Ciné-Lycée. On ne veut pas leur faire de concurrence, mais bien au contraire, on prépare le public de demain. Vous comprenez, il n'y a pas le public qui va au cinéma pour voir les films d'aujourd'hui et le public qu'on détournerait parce qu'on permet aux lycéens de voir les chefs-d'œuvre d'hier. Ça m'amuse quand M. Veil a fait la remarque « Oh, c'est dépassé ». Non. Chaplin, Lubitsch, Capra, Rossellini, Fellini, Visconti, non, ça ne sera jamais dépassé. Voilà. Il y en aura d'autres. Mais Bresson, c'est pas dépassé. Voilà. Et rien que pour faire comprendre ça aux lycéens, rien que pour faire comprendre, cette seule idée-là, elle est fondamentale. Alors il y avait un problème, c'est qu'il fallait qu'on achète les droits, parce que sinon vous ne pouviez pas les acheter, à moins, Monsieur V, de faire du piratage, et vous n'avez pas une tête de pirate, à vrai dire. Bon, enfin, je m'avance peut-être, mais vous comprenez, parce que, évidemment, pour diffuser devant un public, fût-il celui d'une classe ou de plusieurs classes, il y a des droits. Voilà. Et donc, nous allons développer, je vous le dis, les opéras, les expositions, les concerts, les représentations théâtrales, seront accessibles dans tous les lycées de France, libres de droit. Et c'est vous qui choisirez. Deuxième remarque sur le numérique. Le numérique, au fond, c'est le rêve de la bibliothèque universelle ou de la cinémathèque universelle. Le numérique, c'est le monde entier dans son appartement à Chaumont. Donc le numérique, Chevet, c'est incontestablement une révolution positive. Et je veux que les choses soient claires sur ce plan-là. La France considère cette révolution comme positive. Ça crée du lien, ça crée de la connaissance, ça désenclave des gens qui sinon n'auraient pas accès à cela. Donc c'est positif incontestablement. Mais ça pose des problèmes. Des problèmes. Est-ce que la société virtuelle doit être absolument sans règles? Moi, je réponds non. C'est la France qui a inventé le copyright et le droit d'auteur. C'est la France, ce n'est pas un autre pays. Quand vous écrivez un livre, il est votre propriété. Quand vous composez de musique, elle est votre propriété. Quand vous avez l'idée de la réalisation d'un film, elle est votre propriété. Si le droit d'auteur n'est pas défendu, c'est la création qui est mise en danger. Et tout le monde pense ça, Monsieur Veil.
sauf les démagogues qui pensent qu'en disant ça, on se met mal avec les jeunes. Mais la démagogie ne permet jamais de convaincre qui que ce soit. La démagogie, c'est du mensonge. Et avec le mensonge, on ne gagne jamais. Le droit de propriété sur les œuvres immatérielles, c'est quelque chose sur lequel nous nous battrons de la façon la plus ferme qu'il soit. Et les jeunes doivent comprendre que parce que les droits d'auteur seront protégés, il y aura demain d'autres créateurs. Sans droit d'auteur, il n'y a plus de création. Quand Mozart crée, c'est Mozart. Et on ne le vole pas. Alors, les choses vont de mieux en mieux. Grâce à Frédéric Mitterrand, le piratage en peer-to-peer a diminué d'un tiers depuis Adopi, d'un tiers. Et surtout, ce qui me satisfait le plus, c'est que l'offre légale de musique s'est considérablement développée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous faire réfléchir. Internet, que serait Internet sans la musique et sans la culture? Que serait Internet sans le film, sans la musique, sans le livre? Qu'est-ce qui serait Internet? Il y aurait les blogs, bon, quand même, c'est parfois inégal. Il y aurait les services, j'admets bien volontiers, c'est mercantile. Mais est-ce qu'on peut admettre que jamais on a eu autant besoin de musique, jamais on a eu autant besoin de culture, et la musique, le film, la culture seraient sinistrés du seul fait de l'idée qu'on puisse pirater? Qui peut admettre ça? Donc, je serai attentif aux révolutions technologiques qui nous permettront de faire évoluer Adopi. Adopi n'est pas bloqué. Adopi peut encore évoluer, bien sûr, mais ce qui n'évoluera pas, c'est la défense par le gouvernement de la République française du droit des auteurs sur leur création. Voilà. Ça ne peut pas faire l'objet de la moindre faiblesse. Et vous savez, je crois que c'est très largement compris. C'est absolument incontournable. Donc, c'est un progrès. Par ailleurs, dans le grand emprunt, nous avons prévu près d'1 milliard d'euros, 750 millions d'euros, pour numériser les œuvres, qui était la seule façon de nous défendre. Hein. J'ai vu arriver des géants là, comme Google, avec des manières quand même parfois originales, qui consistaient à se servir dans le patrimoine littéraire français, à le numériser et à l'offrir. Ben merci. C'est pas comme ça qu'on fait en France. C'est nous qui allons numériser, et on doit respecter un certain nombre de règles et de pratiques. Alors il y aurait donc deux sociétés, la société dans laquelle vous vivez où il n'y a que des règles, et une société virtuelle où, au titre de la virtualité, il n'y aurait aucune règle. On peut dire n'importe quoi, se comporter n'importe comment, piller des œuvres littéraires, au nom de quoi? Ça, c'est pas la liberté. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il n'y a pas de liberté sans règles. Je sais bien que l'éducation se fait bien souvent par la transgression. Mais s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de transgression. Donc il n'y a pas d'éducation. Et rappelez-vous combien de temps avons-nous payé le fameux « il est interdit d'interdire ». Rappelez-vous ce que ça a détruit comme valeur dans notre société. La règle garantit la liberté. L'absence de règles, c'est la loi du plus fort. D'ailleurs, il y aurait quelques paradoxes à plaider pour la régulation de la mondialisation, ce qui est une nécessité, et à plaider pour la dérégulation totale de l'Internet. Pourquoi l'idée qui serait valable pour la mondialisation ne le serait pas pour la société virtuelle? C'est justement au nom de la protection de la liberté qu'il faut faire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'Adopi, Frédéric, c'est l'alpha et l'oméga. On peut évoluer, on peut en discuter, il n'y a pas de refus de notre part, mais il y a des règles. Et puis, les géants de l'Internet, n'est-il pas normal qu'ils acquittent aussi un impôt numérique? Qui paye les infrastructures numériques, si ce n'est les États? Et vous, mes chers compatriotes consommateurs d'Internet,
vous payez bien un abonnement à ce qu'on appelle les serveurs. Est-ce qu'il est normal que des grandes entreprises mondiales que je respecte, comme Google, comme Apple, peu importe, fassent des chiffres d'affaires considérables dans notre pays et se localisent en Irlande? Alors, les profits de notre pays, les impôts en dumping fiscal chez les autres? Je n'accepte pas cette société. Quand on gagne de l'argent en France, on paye des impôts en France. Quand l'État installe des structures numériques, il est normal que les grands opérateurs financent une partie de ces structures. Est-ce que ce ne sont pas des idées normales, naturelles? Est-ce qu'on n'est pas capable de les comprendre? Voilà donc les enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et la façon dont nous souhaitons y répondre. Vous avez fait le lien, Monsieur le Président, entre la culture et l'économie à l'instant. Et on a un dernier témoignage, en l'occurrence Faustine Marie, qui est étudiante en 2e année de DSA à Chaumont et qui, sensibilisée très tôt à l'art dans différentes disciplines, le dessin, la musique, a bâti un parcours professionnel qui est singulier mais très intéressant. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Monsieur Galantier, je suis étudiante au lycée Charles de Gaulle en DSA. C'est un diplôme de niveau Bac+4 et qui vise à former des responsables de projets dans les métiers du graphisme. Ce choix d'études, il a été le fruit d'une pratique à la Maison des Arts et au Conservatoire, donc une initiation à l'art en quelque sorte qui a été permis par mes parents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu très peu de choses intrascolaires qui m'ont permis ces pratiques-là. Après le bac, étant attirée par l'art en général, pour les étudiants, je réduis un peu, mais il y a deux choix, c'est les arts appliqués et les beaux-arts. Et c'est vrai que les arts appliqués m'ont paru plus intégrés dans une réalité du monde du travail, même si les beaux-arts ont beaucoup évolué ces dernières années là-dessus. Et donc j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués à Rouen, un BTS à Lyon, et maintenant ça fait 1 an que je suis ici en DSA à Chaumont. Donc le DSA permet de faire des stages, et c'est là que je vais parler plus concrètement de ce qu'est pour un étudiant le futur, l'idée du travail qu'on pourrait occuper. On a des grandes difficultés à trouver des stages en dehors de Paris et en dehors de villes plus grandes comme Lyon par exemple, où des étudiants de ma promotion ont fait des stages beaucoup Paris, donc ça pose des problèmes d'organisation, ça pose des problèmes de financement pour des étudiants, et je crois que ça pose aussi un problème de quand tous les étudiants vont dans des grandes villes comme ça pour faire leur stage et pour aller vers la culture, qu'est-ce qui reste dans la ville qu'ils occupent toute l'année et qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc je crois que je vais reprendre vos propos, Monsieur le Président. Vous avez dit que la culture est la réponse à la crise. Ça pourrait déjà peut-être être une réponse à l'emploi, parce que je parle en tant qu'étudiante chaumontaise, mais je crois qu'il y a des villes où il y a vraiment très très peu de culture comme ça qui peut être apportée à des étudiants. Et pourtant, c'est nous qui allons faire la culture de demain, les jeunes diplômés en art. Voilà, ma question c'est concrètement, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais nous, les étudiants, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que vous pensez faire pour permettre aux jeunes diplômés dans l'art, mais aussi aux jeunes diplômés en général, de trouver un emploi, parce qu'on a quand même étudié pour ça. Tu veux répondre? Tu veux? Je vais répondre aussi, moi, après. Non, peut-être un mot, Monsieur le Président, pour souligner le témoignage de Faustine. D'abord, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle a dit sur la construction de son parcours culturel, en rappelant que la transmission
avait joué un rôle important. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une inégalité très forte face à l'accès à la culture. Lorsqu'il n'y a pas cette transmission, c'est très important que l'école, l'éducation y pourvoient et permettent donc d'accéder à la culture pour l'ensemble de notre jeunesse. Le deuxième élément, Faustine appartient donc à la deuxième promotion du diplôme supérieur d'art appliqué que nous avons créé il y a maintenant 2 ans, qui est un partenariat avec l'Olivier de Serres à Paris, qui est un bon exemple de développement d'enseignement supérieur ciblé sur un créneau très particulier. Vous l'avez compris, le graphisme, l'affiche est un créneau qui appartient à la ville de Chaumont, mais au-delà de la culture, nous avons voulu et nous voulons en faire un atout en termes de développement local. Développement local, ça veut dire des perspectives d'emploi à travers différentes formes de métiers. Aujourd'hui, le graphisme est présent naturellement dans l'art, dans la création, mais il est présent dans le monde économique, dans la publicité, dans le design, dans la constitution de sites internet, dans la production d'images de télévision. Et donc, le graphisme a besoin d'acteurs, a besoin de professionnels de grande qualité. C'est l'idée de la formation que suit Faustine. Alors, nous avons beaucoup à progresser dans le lien avec les entreprises. Hein. C'est là que c'est aussi difficile à Chaumont d'attirer des entreprises dans des secteurs nouveaux comme celui-ci. Mais c'est le sujet sur lequel nous travaillons pour aller au bout d'une filière complète qui ne soit pas uniquement la création artistique et la culture, mais qui ait aussi une dimension économique. Merci Luc. Faustine m'a appelé à être concret. Bon, je vais l'être. Savez-vous, Faustine, combien il y a d'établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de la culture aujourd'hui en France? Il y a 115 établissements qui accueillent 35 000 étudiants chaque année comme vous. Non mais je ne sais pas si... Parce que en France, on est les champions pour ignorer ce qui se fait et regarder ce qui se fait ailleurs. Non mais dans le domaine, Faustine, uniquement de la culture, enfin, il y a le graphisme, mais il y a tant d'autres domaines. 115 établissements, 35 000 étudiants par an. Je regardais les chiffres avant de venir. Savez-vous quel est le taux d'insertion professionnelle, je parle sous le contrôle de Frédéric Mitterrand, d'un étudiant dans la filière culture, hein, de ces 115 établissements? 85%. C'est-à-dire à rebours, Faustine, complet de tout ce qu'on a l'habitude de dire sur la culture. Je répète, 115 établissements, 35 000 étudiants par an, et sur ces 35 000 étudiants, 85% s'inséreront dans le monde professionnel qu'ils ont choisi. J'y vois pour preuve la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu, mais aussi la passion qu'ils mettent dans leurs études. Parce que les étudiants dans ces filières comme Faustine, enfin, je ne vous connais pas, mais personne ne les a obligés. C'est une passion, c'est un appel, c'est comme une vocation. Hein, 85%. Donc je veux m'inscrire en faux complet sur la dévalorisation des filières culturelles pour l'insertion professionnelle. Mais je vais aller plus loin, Faustine. Nous avons veillé, avec Luc, le ministre de l'Éducation nationale, à ce que vos écoles culturelles, vos écoles, pour aller dans le monde de la culture, intègrent le fameux dispositif LMD, hein, licence et master. De cette façon, tous les élèves dans ces écoles de culture pourront accéder à des grades universitaires et toutes les écoles nationales et territoriales d'art viennent d'être habilitées par nous à délivrer un diplôme conférant le grade de master. De même que les conservateurs nationaux supérieurs. Je m'explique, peut-être c'est du charabia, mais je m'explique. Je trouvais injuste que les étudiants dans la filière, qui est celle de Faustine, culturelle pour parler au sens large, n'accèdent pas au même grade universitaire que les étudiants dans une autre filière, le droit. Hein, quand vous faites droit, vous avez une licence, vous avez une maîtrise, vous avez un DEA, vous avez un doctorat. Je ne voyais pas de raison que les étudiants dans les structures culturelles n'accèdent pas à la licence, à la maîtrise, au doctorat, de la même façon que les autres. Parce que Faustine, elle m'a dit gentiment, bon, les discours c'est bien, mais les faits, il n'y a rien qui ressemble plus à un jeune d'aujourd'hui qu'un jeune d'hier, et vous verrez qu'un jeune de demain, ça sera pareil. Les faits, eh bien, les faits c'est cela, 35 000 étudiants, 115 établissements, et depuis 2 ans, l'habilitation de toutes nos écoles d'art, d'intégration dans la culture,
à avoir le LMD, c'est-à-dire les mêmes diplômes. Alors Luc a raison, c'est la croix et la bannière pour trouver un stage. Vous-même, vous avez dû aller à Paris, je crois, dans un grand journal pour faire un stage. Mais ça, je veux dire, malheureusement, l'égalité entre la filière culturelle et les autres, il faut que les entreprises comprennent que ce n'est pas une charge de donner une chance à un jeune étudiant. Et que quand on lui donne une chance à ce jeune étudiant, ce n'est pas simplement pour apporter des cafés ou aller faire la photocopie, mais c'est pour apprendre quelque chose. Parce que cet étudiant ou cette étudiante pourrait être son fils ou sa fille. C'est malheureux. Enfin, bon, ça c'est un autre domaine qui consiste à rapprocher l'école et l'université de tout ce qu'on fait. J'ajoute un dernier point. Nous avons veillé à ce que des étudiantes comme vous, je ne sais pas si vous avez une bourse, mais pour ceux qui ont une bourse, dans la filière culturelle comme dans les autres, c'est plus une bourse sur 9 mois, mais c'est une bourse sur 10 mois. Puisque vous savez que nous avons voulu, moi je ne comprenais pas ces années universitaires qui commencent en novembre ou en octobre et qui finissent en juin. Enfin, pardon, excusez-moi, une année c'est une année, c'est pas une moitié d'année. Bon, et donc on a allongé la durée de l'année universitaire. Et les bourses, et vous avez dans votre filière les mêmes bourses que les autres, on les a portées de 9 mois à 10 mois. Frédéric, j'ai oublié des choses, vas-y. Hein. Non, simplement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le passage au LMD, ça ouvre un champ de travail européen considérable, puisque les autres pays avaient ce système-là et que nous n'y étions pas arrivés. Puis on peut dire aussi une autre chose, c'est que toutes les écoles qui sont dans le périmètre du ministère de la Culture se rapprochent désormais des universités, tout en gardant leur autonomie, absolument, leur totale liberté dans les programmes et dans leur fonctionnement, mais se rapprochent des universités pour s'enrichir mutuellement. Et ça, c'est un travail qui a été commencé avec Valérie Pécresse et qui est poursuivi avec Laurent Wauquiez et qui marche extrêmement bien. J'ai eu l'occasion d'en parler avec tous les directeurs des écoles d'enseignement qui sont dans le registre du ministère de la Culture. Peut-être qu'on peut demander à M. Lavie son avis avant de terminer. Oui, écoutez, moi je suis arrivé invité pour voir ces chefs-d'œuvre à Chaumont et ça m'a fait penser à une chose très simple, c'est que quand j'étais enfant, j'étais dans un petit village de Bourgogne qui n'est pas très loin d'ici et je voyais les chefs-d'œuvre dans les images qui étaient dans les tablettes de mon chocolat Lanvin en noir et blanc. Et je pense que j'aurais adoré voir de vrais Braque et de vrais Matisse arriver sur la place de mon village. Donc ça, je pense que c'est magique. Et sur un autre plan, je pense que plus une culture est partagée, plus elle est supportée, j'allais dire au sens anglo-saxon du terme, au sens sportif même du terme. Et donc, on n'imagine pas à quel point la scène culturelle est compétitive. C'est aussi une scène de compétition. Et si un pays mobilise beaucoup de forces pour supporter sa culture, il a plus de chances d'être écouté sur la scène, disons, internationale. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire comme ça, comme impression de voyage. Merci, monsieur Lavie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, évidemment, ça peut vous paraître très surprenant. Moi, j'ai été passionné par ce que j'ai fait avec vous. Parce qu'on a parlé de tout ce qui n'est pas dans l'actualité. Donc on a parlé de tout ce qui est important. C'est extraordinaire. Moi, je vous suis très reconnaissant. Enfin, on est un jour de semaine, vous êtes venus si nombreux et vous nous avez écoutés, parfois même avec une attention qui était palpable. Et pourquoi? Parce que ce sont des vraies questions. Il n'y a pas une famille de Chaumont qui peut se dire qu'elle n'est pas concernée par l'accès à la culture de son enfant ou par l'avenir professionnel de son enfant. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup aimé parler avec vous, vous écouter, et finalement, vous savez ce qu'on a fait? On a partagé. Avec l'actualité, on ne partage pas. On regarde les autres s'occuper d'eux. Eh bien, avec ces visites sur le terrain, moi, j'ai le sentiment de partager avec vous. Et croyez bien que c'était passionnant pour nous, pour moi. Merci à tous.